Donc, je vais commencer. Donc, je suis Tugdual et je vais commencer par quelques slides avant de partir sur une démo. J'ai choisi de vous présenter principalement une démonstration qui parle de GitHub, avec notamment le côté je vais développer sur le cloud pour le cloud. Donc voilà pour le sujet. Et une petite présentation rapidement. Donc, en fait, mon prénom c'est Tugdual. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est un prénom breton. Et la plupart des gens m'appellent Tug ou Tug. C'est beaucoup plus simple. Et j'ai travaillé, ça fait 25 ans que je travaille, donc ça fait un certain temps. Comme, je me considère comme développeur, même si j'ai pas eu, je ne fais pas que ça, ou je n'ai pas fait que ça. Et comme vous le voyez sur mon petit CV rapide, j'ai travaillé principalement chez les éditeurs de logiciels, dans l'open source, sur la base de données, ou pas d'ailleurs, parce que Oracle, j'ai passé beaucoup de temps et je n'étais pas autour de l'open source. Et dernièrement, en fait, je travaille chez GitHub comme Solution Engineer. Alors, Solution Engineer, c'est un métier technique où on doit aider les gens à adopter GitHub pour leurs projets d'entreprise. Et également, une partie de mon travail, c'est de travailler avec les communautés open source, travailler avec les communautés de développeurs comme aujourd'hui. En fait. C'est pour ça que je suis vraiment très content d'être ici. Et il y a quelques années, donc en 2008, moi j'habite à Nantes et j'ai créé le Java User Group, donc la communauté des développeurs Java, qui s'étend maintenant à toutes les technologies. Hein, on mélange un peu tout, où on se rencontre tous les mois. Normalement, on essaie de se rencontrer tous les mois. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est qu'est-ce que fait GitHub, comment ça peut vous aider, comment ça se concentre, et vous donner quelques idées aussi sur les bonnes pratiques de développement et de déploiement lorsque vous travaillez sur vos applications. L'idée de GitHub, c'est de vous rendre plus productif. C'est-à-dire de faire en sorte que vous soyez plus rapide à développer, que vous fassiez du code de meilleure qualité, plus sécurisé, mais également faire ça dans un environnement où vous êtes content et vous travaillez en collaboration avec les gens. Si vous avez eu la chance de participer à des projets open source, il y a de grandes probabilités que vous ayez utilisé GitHub pour vos projets. L'idée, c'est de pouvoir faire ça dans tous vos contextes, que ce soit dans l'open source, sur vos projets privés, sur vos projets dans les entreprises quand vous travaillez, à l'école quand vous faites vos projets perso, etc. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de se concentrer sur quelques fonctionnalités clés pour vous montrer comment on va développer et utiliser le github.com, la partie cloud, pour déployer des applications sur un autre cloud, donc sur Azure, sur AWS, sur Google. Donc moi, je vais me concentrer sur Azure, dans Kubernetes. Je ne sais pas si vous avez eu des présentations, si vous avez des compétences autour de cet orchestrateur de containers pour déployer des applications, les faire scaler rapidement, avec toutes les différentes parties du développement. Donc plutôt que je vais d'abord commencer par un point qui est important pour qu'on soit tous au même niveau en termes de compétences. C'est que lorsqu'on va travailler sur du code, on va donc avoir un gestionnaire de source code. Dans ce cas-là, c'est Git. Vous avez une super formation, la Graven, justement, qui a expliqué, une belle vidéo qui explique comment travailler, mais l'idée, c'est vraiment avec Git. L'idée avec Git et GitHub, qui est un outil au-dessus de Git, vous allez commencer quand vous allez travailler sur une fonctionnalité, soit pour fixer un bug, soit pour rajouter une fonctionnalité. Vous créez une branche, ce qui va vous donner un environnement de travail. Donc, on appelle ça une branche ou une feature branche dans lequel vous allez travailler. Vous allez travailler dans votre environnement et faire autant de commits que vous voulez. Donc, vous êtes dans votre petite zone à vous, vous travaillez, vous testez, etc., localement. Et lorsque vous êtes prêt à collaborer avec les autres personnes, vous allez créer une pull request. Donc, vous allez cette fois mettre le code sur GitHub, toujours dans la branche sur laquelle vous travaillez. Donc, vous ouvrez une pull request, la PR, la pull request. Et une fois que vous avez fait ça, c'est là où vous allez vraiment collaborer avec les autres développeurs. Vous allez travailler ensemble, vous allez avoir des gens qui vont commenter, des gens qui vont revoir du code sur votre projet, sur votre feature request. Et au fur et à mesure, quand vous êtes prêt, vous allez packager, tester dans votre environnement de développement, qui est partagé avec les développeurs. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est validé, vous allez merger votre code, vous allez mettre vos codes dans la branche principale, qu'on appelle souvent master historiquement, mais qu'on appelle main maintenant, pour avoir le code qui va être le code qui est généralement part en production. Donc là, après, selon les entreprises, il va y avoir différentes façons de travailler. Mais l'idée, c'est vraiment, vous travaillez dans une branche qui est votre espace de travail, vous collaborez avec d'autres développeurs, quand vous êtes prêt, vous mergez. Merci en tout cas à GitHub d'avoir mis main 2 jours après ma vidéo. Ouais, ça fait partie des changements qui. Mais alors après, c'est pas obligatoire. Tu peux switcher. Hein. Tu peux revenir à master ou quand tu es sur GitHub, tu peux revenir à master. Et
l'idée, quand on voit comment ça se passe, je crée something, je partage avec les autres, je fais la je fais la revue, je valide. Alors, j'ai fait cette vidéo, je vais pas vous la lire, c'est quelques bonnes pratiques autour de la pull request, comme ça, si vous voulez regarder par la suite ou des choses comme ça, vous aurez accès. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à aller chercher une pull request sur un projet open source au hasard. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un projet, j'ai pris le langage Python. J'ai pris le projet du langage Python, je suis allé chercher une pull request et vous voyez, donc en fait, il y a la personne a modifié un certain nombre. Alors, j'ai même pas regardé le contenu. Hein, je vous cache pas que j'ai pas été chercher, mais vous avez à avoir la personne qui va avoir fait sa pull request, mis des choses, et vous voyez, les gens collaborent à mettre des commentaires pour expliquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils veulent faire pour pouvoir justement faire avancer cette pull request. Et c'est comme ça qu'on va énormément contribuer sur les projets open source, où les gens vont essayer de collaborer ensemble. Moi, j'ai fait quelques contributions sur des projets open source autour des bases de données, sur les clients des bases de données notamment. Alors, ça fait partie des grandes fiertés hein, quand vous avez votre code qui est revu et après intégré par des développeurs de la communauté, par les maintainers du projet, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, vous voyez, si je reviens sur la partie conversation, vous allez avoir la discussion entre les développeurs pour chercher, pour expliquer. Et à la fin, quand les gens seront satisfaits de cette partie-là, tout va repartir sur la branche principale. En parallèle de ça, en fait, vous avez toute une partie qui est l'intégration continue. Et ça, c'est une partie qui est vraiment clé sur vos développements. C'est-à-dire écrire du code, c'est simple, mais ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il soit testé et de bonne qualité. Le petit exercice que vous pouvez faire là sur le petit challenge technique, l'idée, vous voyez, vous utilisez des tests pour valider que votre code est le bon. Ça, l'idée, c'est quand on va voir l'intégration continue, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez avoir des gens qui vont committer du code sur la pull request, ça va automatiquement lancer la validation des tests. Comme ça, vous avez toujours des tests qui tournent et qui améliorent, en tout cas qui vérifient la qualité du code et qu'il n'y a pas de régression. C'est la partie la plus importante. Quand on travaille en tant que développeur, quand on démarre un projet, et j'ai la chance d'avoir deux enfants qui ont une vingtaine d'années qui sont développeurs et on travaille sur certains projets ensemble. Et d'ailleurs, certains ont appris à développer par Graven. Alors ça, c'était la surprise quand j'ai été contacté. En fait, l'erreur qu'on fait souvent, c'est on démarre, on code, on n'écrit pas assez de tests et on se fait une grosse dette technique. Et l'idée, c'est d'essayer d'écrire les tests dès le début et de les garder. C'est peut-être coûteux au début, mais dans la longueur du projet, ça va garantir une bonne qualité du projet. Donc, ce que je voulais vous montrer sur la partie intégration continue, vous voyez ici, chaque fois qu'il y a des choses qui vont se passer, vous allez avoir des tests qui sont lancés sur les différents OS. Donc là, c'est de la documentation, il n'y a pas de test. Mais si je vais sur la partie action sur Python, vous voyez ici, il y a probablement des tests qui ont été lancés sur le même commit, sur la même pull request, pour tester les différents OS. Tiens, c'est marrant, tout à l'heure, de toute façon, je vais vous faire une démonstration sur un projet réel. Donc, on travaille dans un environnement de développement, on collabore sur le code en utilisant Git comme backend, mais c'est quasiment de façon transparente. Il faut juste vraiment comprendre ce côté de branche, les quelques commandes qu'on va manipuler, le git clone, le git push, le git commit, c'est principalement ça que vous avez utilisé, et la pull request. Et la pull request est vraiment, vraiment important dans le développement. Donc, moi, ce que je vais vous faire maintenant, c'est que je vais vous faire une démonstration où je vais fixer un bug dans un programme ou améliorer une fonctionnalité dans un programme et je vais tout faire à partir du navigateur en utilisant quelques fonctionnalités de GitHub. Ce qui est intéressant, si vous voulez comprendre un petit peu l'architecture et les fonctionnalités de GitHub, vous allez sur GitHub/feature, vous avez organisé par centre d'intérêt ou par type de service, la collaboration, l'automatisation, la sécurité sur le code, la gestion de projet, et à chaque fois des petites explications. Et il y a un site web aussi qui est très important si vous vous intéressez à GitHub, et je pense que vous vous intéressez à GitHub. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous utilisez une librairie, si vous faites un projet open source, il y a 99,9 chances sur 100 que ce soit sur GitHub. Par exemple, à 13h30, vous aviez une présentation de Valériane de Twilio. Twilio, tous leurs projets open source sont sur GitHub. Les librairies pour utiliser du Node, du Python, vous voyez, sont des projets GitHub. Donc, en fait, c'est intéressant de regarder ce qui existe dans la communauté GitHub en allant voir le changelog. Le changelog, qui est un blog qui va lister toutes les fonctionnalités à chaque fois qu'on les sort et qu'on les met à disposition sur GitHub. C'est intéressant pour voir comment ça évolue. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre un petit projet. Et sur ce projet, en fait, c'est une API que j'ai déployée dans un Kubernetes.
Alors, je ne sais pas si vous, je vais aller sur Kubernetes ici. Donc, j'ai un Kubernetes qui tourne sur Azure. Et si j'ouvre un terminal, juste pour vous expliquer le principe, hein, ce qui se passe derrière, c'est que à partir de mon poste local, si je regarde les namespaces, qui sont les environnements dans lesquels tournent mes applications, si je fais un kubectl, qui est la get namespace, ça va me lister l'ensemble des environnements, des namespaces que j'ai au sein de mon projet. Alors, je ne vais pas utiliser la ligne de commande directement pour ma démonstration, juste pour vous dire que vous pouvez interagir de différentes façons. Et notamment, dans cette application, si je vais sur la partie web, je vais voir que en production, donc j'ai un environnement qui s'appelle production, j'ai 2 services, notamment un petit service REST qui est en Node.js. Alors, je l'ai pas intégré qui s'appelle Hello, et je vais pouvoir async, Hello async, ça envoie un message. Ce que je veux maintenant, c'est rajouter des fonctionnalités sur ce service et faire ça le plus rapidement et de façon le plus fiable possible. Donc, je vais aller dans GitHub, je suis sur mon projet, vous voyez, j'ai tous mes projets, tous mes services qui sont dans mes différents repositories. Et autour de ça, je vais pouvoir aller dans le gestionnaire de projet, dans le gestionnaire de tickets ou d'issue sur GitHub et de dire, voilà, ce que je veux, c'est add a new endpoint for REST service. Donc, je crée dans mon backlog, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette façon de travailler, mais l'idée, c'est tu as quelque chose à faire, tu le logs. Et après, les gens vont trier. Donc, par exemple, moi, je vais me l'affecter sur le projet REST Services. Je vais l'affecter parce que c'est moi qui vais travailler dessus. C'est quelque chose de relativement simple. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est une good first issue. Pourquoi je vous montre ça? C'est très intéressant si vous voulez contribuer à des projets open source. Vous allez sur des projets open source, vous allez dans la partie issue et vous regardez ça. Par exemple, je vous montre juste un projet open source qui s'appelle Backstage. Backstage, c'est un portail, ce qu'on appelle un portail pour développeurs, c'est-à-dire qu'il va lister l'ensemble des services d'une application. Ça a été créé par Spotify. C'est un projet open source de Spotify, si vous voyez. Ça a été fait par Spotify en tant que projet open source. Si par exemple, vous voulez contribuer à ce projet-là, vous voulez apprendre à commencer à participer à l'open source, qui est vraiment le meilleur moyen de développer, le meilleur moyen de se faire connaître, et après de trouver des jobs intéressants. Vous allez sur la partie issue, vous regardez par rapport au libellé good first issue, et vous allez avoir un ensemble de projets sur lesquels normalement ces petits bugs ou ces petites améliorations sont relativement simples à fixer. La difficulté, quand on veut participer à un projet open source, c'est déjà trouver son projet et après trouver un bug qui est à son niveau. C'est-à-dire que moi, quand j'ai participé à Spring Data, par exemple, j'ai cherché un tout petit bug très très simple à fixer parce que je n'ai pas la capacité ni le temps, par exemple, de prendre une grosse tâche. Mais par contre, j'ai envie d'aider la communauté sur laquelle ce que j'aime en tant que développeur. Donc, si je retourne sur mon portail avec tout mon backlog, maintenant, je vais aller voir mon issue dans le projet. Je peux rajouter des informations sur qu'est-ce que je dois faire. Par exemple, je peux aussi mettre en ligne une vidéo ou une image. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on peut le faire comme ça. Je prends sur mon bureau, je fais un drag and drop. Et là, j'écris en Markdown ce que j'ai à faire. Par exemple, tâche 1, tâche 2. Je fais des fautes de frappe. C'est pas, si je code comme ça, c'est pas sérieux. Tâche 2, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses. Vous voyez, j'ai intégré l'image ou une vidéo, j'ai des cases à cocher, je mets à jour mon commentaire. Et ce que je vais faire, c'est que je me suis déjà affecté le bug. L'étape suivante, c'est de commencer à développer fixer ce bug ou améliorer cette chose, ce point sur mon service. Et là, vous avez différentes façons pour travailler. La plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir télécharger le code localement. C'est-à-dire que vous allez faire un git clone. Par exemple, vous allez aller sur votre ligne de commande et vous allez souvent faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire que git clone et télécharger le code localement sur lequel vous allez travailler après avec travailler localement avec votre IDE préféré, quel qu'il soit.
En fait, ça, l'avantage, c'est que c'est relativement simple, hein, et vous allez pouvoir travailler dans votre environnement. L'inconvénient, c'est que je dois installer la bonne version de Node.js ou la bonne version de Python ou la bonne version de Java. Et si je veux changer de projet, ça peut être relativement long. Donc, ce que GitHub a fait pour faciliter le développement, c'est de travailler directement en ligne, directement dans un environnement où tout l'environnement de développement va être sur le cloud. Et on appelle ça Codespaces. Donc, vous voyez, je suis sur le même endroit. Par contre, au lieu de faire local, je vais faire Codespaces. Et Codespaces va me permettre de créer un nouvel environnement de développement qui s'appuie sur des conteneurs qui tournent dans le cloud GitHub. Et ça démarre un environnement de développement qui va être très familier à ce que vous faites sur VS Code, parce qu'en fait, c'est la version web de VS Code. Je peux également travailler sur la version locale. Je vous montrerai ça dans une seconde. Donc là, en fait, il démarre un environnement de développement et il va faire certaines manipulations. Et en fait, cet environnement peut être persisté, c'est-à-dire qu'il va rester si j'ai besoin de le relancer plus tard. Donc, je vais activer Copilot parce que je vais vous montrer Copilot également. Donc, si je regarde ce qui s'est passé, c'est que j'ai un environnement, vous voyez, c'est VS Code. Ce VS Code a un certain nombre de plugins qui ont été installés, et notamment le plugin GitHub. Ce qui me permet, par exemple, de prendre l'issue 121 que je viens de créer, de dire, je vais travailler sur mon issue, je vais travailler sur cette issue. Qu'est-ce que fait cette petite clic droit, travailler sur l'issue? En fait, ça crée une branche. Vous voyez, j'ai une branche qui s'appelle Tegral Issue 121. Ça m'a fait la première partie dans le flow que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans le web, j'ai quand même accès à ma palette VS Code classique. Donc, je renomme ma branche, par exemple. Là, si je renomme, vous voyez ici ma branche, elle s'appelle Issue 121. Et donc là, ça tourne sur le cloud. Je peux commencer à développer ou à fixer mon bug en fonction des besoins. Donc, ce que j'ai prévu de faire avant, c'est que généralement, ce qu'on fait, c'est que on va faire un test pour vérifier que tout se passe bien dans le code avant que je commence à modifier, et je peux lancer mon application. Cette application, elle tourne dans le cloud, donc en fait, ça va ouvrir un port, ça va faire un proxy entre le conteneur qui est sur Internet et mon navigateur pour me permettre de tester mon application. Vous voyez, je suis sur la même application. Ici, je fais API Hello Graven. Et là, j'ai bien Hello Graven qui fonctionne. Mon application fonctionne comme prévu. C'est normal. Je viens de faire une branche à partir de main, qui est la branche de production. Donc, si je retourne sur mon code, maintenant, je vais coder. Et pour coder cette partie-là, je vais aller dans le fichier qui m'intéresse, la partie route. Et là, je vais rajouter une route. Et en fait, ce qui va être intéressant, là, c'est que je vais utiliser une technologie un peu particulière dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Copilot. Et en fait, Copilot, ça fait de la complétion sur le code, mais au lieu d'utiliser simplement reconnaître le langage et faire une introspection sur les fonctions qui sont dans votre code, sur les fonctions du langage, en fait, va utiliser le code qui est public dans GitHub, ce que j'ai essayé de surligner ici, et va complètement être dynamique sur cette partie-là et créer le code pour moi. Et là, il y a un petit côté magique, c'est-à-dire que si je vais coder en commentant, c'est-à-dire que create endpoint that returns a list of all users. Et là, vous voyez, il a reconnu que j'étais dans du JavaScript, il a reconnu que j'étais dans l'Express.js, il a compris que je voulais faire une /API user. Donc là, je vais pouvoir finir de coder. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma méthode. Et alors, si je voulais me connecter à une base de données, je pourrais faire connect to MongoDB and return users. Et il va me guider dans la connexion, vous voyez, automatiquement. Alors, je vais pas faire ça parce que j'ai pas monté de base de données. Je vais juste faire create. Si tu peux zoomer un tout petit peu. S'il te plaît. Hop, voilà. Create a just list of user made of first name, last name, age, password, email. Et là, en fait, il va m'accompagner pour créer automatiquement les données que j'ai choisies. Alors, il m'a fait un password, etc. Donc, il va me proposer plusieurs users, échanger.
automatiquement les choses. Donc, j'ai fait une typo ici. Donc, vous voyez, il m'accompagne sur le code je vais faire return. Alors, si on le fait en commentaire, c'est encore plus simple. Return users. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, il ne me propose pas de faire un return. Il a compris que j'étais dans une fonction JavaScript qui faisait d'une API REST sur un endpoint HTTP. Donc, en fait, il me retourne sur la response HTTP la liste des utilisateurs. Donc là, j'ai codé ma première fonctionnalité. Donc, si je teste maintenant, normalement, si tout s'est bien passé, API/users. C'est bien la liste des utilisateurs qui est renvoyée sous forme de JSON. Donc l'idée, en fait, c'est je peux travailler sur le code en utilisant des commentaires parce que la fonctionnalité, Copilot va analyser et a compris tout ce qui se passait dans les projets open source et à partir des projets open source, a deviné ce que je voulais faire et m'accompagne sous forme de complétion. Donc là, une fois que j'ai fini mon code, si j'ai rajouté des tests, je peux rajouter des tests avec Copilot. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais committer le code, tester le code, déployer le code, tout ça en une fois. Alors, juste pour ceux qui veulent essayer, il faut vous inscrire. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire, vous faites un sign-up. Et les langages qui sont supportés aujourd'hui, c'est Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Java et Go. Tiens, Java, c'est nouveau, c'est chouette, ils viennent de rajouter Java. J'ai pas encore eu d'habitude, je fais ma démo en Java, mais je me suis dit, je vais changer en fonction des besoins. Donc, sur la partie code, je vais faire le git commit. Alors, je vais vous montrer quelques commandes. Je vous invite vraiment à regarder le training de Graven, qui est vraiment très, très intéressant pour comprendre les bases de Git, comment vous interagissez avec votre code. Donc, si je vais faire un git status, il va me lister les fichiers que j'ai modifiés. Alors, je peux le voir ici aussi. Le plugin me donne accès à ce que j'ai modifié. Ou alors, donc là, je vais faire un git add pour dire que je rajoute les fichiers que je vais vouloir committer. Je fais un git commit list of users. Et après, je fais un git push. Le git push va en fait envoyer sur GitHub le code que j'ai actuellement qui est dans mon conteneur. Ça va l'envoyer vraiment dans le repository central qui est sur Git, qui est sur GitHub, pardon. Là, il va me proposer de faire la pull request. Alors, je peux la faire à partir d'ici, c'est-à-dire que je pourrais la faire à partir d'ici, faire la pull request ici, ou alors, si je vais dans mon repository sur le web, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez plus souvent le voir. Hop, je ne voulais pas fermer, je vais faire go to repository. Vous voyez ici, il me propose de faire la pull request. Et c'est là que je vais commencer à collaborer oui, on peut l'installer dans VS Code. Tout à l'heure, je te ferai une démo avec VS Code. Je reviendrai sur mon code avec Copilot dans VS Code. Donc là, vous voyez, il me propose de créer une pull request, de proposer qui va faire la revue de code. Et ça, c'est très important de passer du temps et de faire de refaire la revue de code. Donc en fait, je vais prendre, par exemple, je veux que ça soit l'équipe de DevOps qui revoit le code. L'équipe de DevOps qui va avoir le code. Donc, je crée la pull request. Et là, il y a une partie qui va être importante quand on va coder, c'est toute l'automatisation. L'automatisation, c'est la CI/CD, la Continuous Integration, Continuous Deployment. Donc, l'intégration continue, le déploiement continu ou la livraison continue des applications. Et ce qui se passe, vous voyez, ici, automatiquement, il s'est mis ça a lancé un job. Ce job va faire le build, donc tout ce qui est construire l'application si vous êtes en Java, tester l'application, compiler du Node pour faire une distribution ou autre en fonction de vos besoins sur votre application. Et dans mon cas, je compile dans Node.js, je teste dans Node.js, je crée une image Docker et je la déploie sur Kubernetes. Si je vais dans la partie Actions, qui est cette automatisation, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui tourne. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est... Je
Je vais zoomer ici. Donc, c'est en train de builder, tester. Donc, ça fait le npm install, le npm test. Après, ça va construire un conteneur Docker. Et après, ça va être déployé dans Kubernetes en développement, en staging ou en prod en fonction de l'endroit où je suis dans mon code. Actuellement, je suis dans une pull request, donc ça va déployer sur le développement. Et en fait, ça se fait automatiquement parce qu'en fait, j'ai défini dans mon projet un workflow, vous voyez, qui est ici, qui va dire à chaque fois que je fais un push sur la branche principale ou sur la pull request qui est sur la branche principale, exécute ce code-là. Donc, j'envoie de l'information. Je vais lui dire que sur une version de Node, mais je pourrais en parallèle construire et tester sur plusieurs versions de Node. Ce qui est intéressant quand vous voulez faire des tests, quand vous êtes par exemple en version 12 de Node et que vous vous posez des questions, est-ce que mon code est compatible avec la version 15? Vous allez pouvoir continuer de construire en 12, de tester en 12, et c'est ce qui partira en production, mais doucement tester toute votre application dans une nouvelle release. Et vous pouvez d'ailleurs déployer avec du Kubernetes en parallèle les deux versions et tester en deux versions, faire de l'A/B testing, faire du canary deployment. Donc, il y a plein de choses autour qui vont pouvoir vous aider à garder une application qui soit valide quand vous évoluez. Et vous voyez ici, je compile et je teste sur de l'Ubuntu, donc sur du Linux. Mais de la même façon que je pourrais avoir une liste de versions de Node, je pourrais avoir une liste d'OS, faire un test sur Windows, faire un test sur macOS et permettre de tester toutes ces versions. Donc en fait, je fais ensuite, une fois que j'ai terminé la partie test de Node, je vais construire un container. Et pour construire un container, j'utilise ce qu'on appelle des actions en fait. Quand je fais un use de quelque chose, c'est une action, donc c'est un petit morceau de code en JavaScript qui permet d'exécuter de la logique. J'ai publié ce week-end un petit, si vous êtes intéressé pour voir, un petit blog post pour créer ses propres actions, créer son propre code sur les applis. Donc, si je retourne sur mon workflow que je cherche, voilà. Et une fois que j'ai fini le conteneur que j'ai publié sur GitHub, GitHub vous permet de publier vos conteneurs Docker, de vos artefacts Maven, vos artefacts Python, vos artefacts Node, vos librairies. Je vais donc déployer sur Azure. Donc là, je me connecte sur un cluster et je vais utiliser la commande kubectl que vous voyez ici pour pousser la nouvelle version de l'application dans l'environnement de dev, dans l'environnement de staging, de validation ou l'environnement de production. Cette partie-là, AZ, elle est spécifique à Azure. En fait, c'est pour récupérer comment je vais m'authentifier sur Kubernetes. Si vous étiez sur un AWS, si vous étiez sur un Google Cloud, cette partie-là serait la seule différence par rapport à tout le reste. Donc, si je reviens sur l'exécution du code, normalement, il a terminé. C'est-à-dire que si je regarde ici, vous voyez, il a construit l'image, l'image a été publiée et là, ça a été déployé sur le développement. Si tout s'est bien passé, normalement, à la fin de mon exécution, j'imprime ici l'URL service REST service en développement. Et si tout s'est bien passé, API users. Donc, j'ai bien le code qui est parti sur mon Kubernetes directement depuis mon application dès que j'ai compilé et dès que j'ai poussé du code. Dès que j'ai fait le git push, toute l'intégration s'est mise en place. Et en fait, si vous voyez tous vos projets open source, alors je n'ai pas vérifié, je vais aller sur Twilio, on va voir. Alors, ils l'ont pas mis en place, mais sur Python, si je vais sur le projet Python, si je vais sur le projet principal Python, vous allez regarder dans les actions et vous allez voir ici, vous avez plein de choses. Vous avez la partie validation, la partie test coverage, la partie test tout court. Et en fait, c'est le même principe, c'est qu'ils ont utilisé ce concept d'intégration continue, vous voyez, pour tester toutes les branches principales, c'est-à-dire la branche main, mais aussi toutes les releases 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, les releases sur lesquelles on va faire des pull requests, du développement, et là, ils vont tester, quelque part, il va avoir le test du code. Alors, j'ai pas regardé le workflow en entier, mais ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est que constamment, ça va être testé sur dès que quelqu'un va modifier du code, on va toujours tester. Donc ça, c'est très important dans la partie code. Ce que je vais faire là, c'est que je vais
je vais revenir sur le code. Et normalement, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon application, j'ai modifié du code. Je ne dois pas merger sur main directement. D'ailleurs, si je voulais le faire, c'est-à-dire que si je retourne ici, sur ma pull request, et que je vais sur la modification que j'ai faite, ah, c'est marrant, il est accepté. Alors, j'ai dû changer quelque chose dans ma conf parce que ce que je veux forcer, ah oui, mais sur ce repo, je ne l'ai pas. Je peux forcer le fait que quelqu'un fasse une revue pour pouvoir modifier et merger. D'ailleurs, si vous participez à un projet open source sur GitHub, il y a très très peu de chances que vous ayez le droit d'aller sur master ou sur main. Si vous êtes un mainteneur du projet open source, oui, mais si vous êtes un contributeur, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous voyez ici, j'ai mis l'équipe DevOps doit revoir le code. J'ai un autre navigateur ici, hop, où je suis connecté avec l'utilisateur de DevOps, un autre utilisateur. Si je retourne sur la partie REST Services, je vais dans la pull request. Alors, j'ai reçu une notification, hein, mais si je vais ici, vous voyez, ça va être spécifié. Il faut que je fasse la revue. Et c'est là où vous allez pouvoir mettre des commentaires. Et là, ce que je pourrais faire, par exemple, comme commentaire, c'est que je vais prendre ces deux lignes. Je vais lui dire you should create random password. Et ce que je peux faire, en fait, ce qui est vraiment sympa, là, c'est que je vais pouvoir faire une suggestion. C'est-à-dire qu'ici, je pourrais mettre get password. Je vous donne juste un exemple, je vais pas le faire comme ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir contribuer, de faire des propositions à la personne. Donc, j'ai fini la revue de code. Je vais lui dire, bah, est-ce que tu peux... Donc, l'utilisateur a fait la revue. Pour la question, est-ce que la partie déploiement était écrite automatiquement? J'avais déjà un workflow que j'avais fait, effectivement. J'avais déjà fait le workflow, il fait partie du code. Donc, je vais remontrer juste, parce que ça, c'est une partie qui, pour moi, est vraiment clé. Donc, c'est-à-dire que si je vais sur ma partie REST Services, à l'intérieur de GitHub Workflows, il y a un ensemble de YAML, et il y en a un qui s'appelle Build and Deploy. Et la partie déploiement sur Cube, elle est en bas, là, cette partie-là, Deploy. Donc, elle fait partie du projet. Alors, évidemment, je l'ai créé à un moment donné. Je ne suis pas parti de zéro dans ce cas-là, j'avais un projet qui était déjà existant. Donc, si je retourne sur ma pull request en tant qu'auteur de la partie code, je vais voir ici qu'il y a quelqu'un qui a commenté mon code, et je vais pouvoir lui dire que je travaille dessus. Alors, pour travailler dessus, ce qui est chouette avec Codespaces, vous voyez, si je suis ici, je peux directement relancer mon environnement de développement, tester localement, etc. C'est-à-dire que même si je suis parti sur un autre projet, je peux continuer à faire le développement. Donc, dans ce cadre-là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser de la même façon create function that returns random password. Vous voyez, il me fait des suggestions. Hop, et alors ce que je vais lui dire, c'est que je vais faire quelque chose qui va être une génération. Generate random password. Et là, j'aurais voulu qu'il me le fasse from JavaScript. Ah ben, j'arrive pas à lui refaire faire ce que j'ai l'habitude de faire, random string. On va essayer comme ça. Ben, j'arrive pas. Donc, étrange. Hop. J'arrive pas à faire ce que je veux en termes de password et je me souviens même plus de la fonction. L'idée, ça va être de retourner, d'avoir la partie copilote qui va me générer une fonction. Je vais essayer une dernière fois. Return random password from JS methods. Voilà. Donc là, il me renvoie un mot de passe. Et en fait, sur cette partie-là, donc je générais le mot de passe, j'ai plus qu'à appeler ça dans mon code. Donc là, je vais modifier mon code ici.
Ah, j'ai mon copier-coller. Désolé. C'est bon. Hop. Donc, vous voyez, hein, dans l'éditeur, j'ai directement les commentaires de la personne qui m'a demandé de faire une revue, ce qui me permet d'avoir du contexte quand je travaille. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça existe dans VS Code, ça existe dans le VS Code local, dans le VS Code sur le cloud. Donc là, si je vais tester d'abord, je vais faire le commit. Ensuite, alors, ce que j'ai écrit comme bêtise. Donc, comme tout à l'heure, hein, je vais pouvoir tester ça dans mon navigateur. Et si vous essayez d'accéder à cette adresse, heureusement, c'est un environnement de développement qui est privé, c'est-à-dire que ça a beau être sur le cloud, vous ne pourrez pas y accéder. Je peux vous donner accès, mais par contre, c'est un environnement qui m'est privé, qui est privé à l'entreprise ou au projet sur lequel je travaille. Donc, si maintenant je fais api.users, normalement, on aura une chaîne de caractères qui va changer à chaque call. Vous voyez, il change à chaque call. Parfait. Petite question, CodeSpace, oui. Est-ce que ça ouvre la même VS Code que quand on utilise le raccourci point sur GitHub? Non, c'est pas la même chose. Alors ça, c'est très bonne question parce que j'ai oublié de le mentionner. Alors ça utilise le même VS Code, oui, mais ça n'utilise pas le même environnement. C'est-à-dire que là, vous voyez ici, donc j'ai pu tester, et ce qui est important, vous voyez ici, je suis dans un environnement, j'ai une VM qui me donne accès à un terminal dans lequel j'ai différentes choses qui sont installées. Et en fait, si je fais une autre version, par exemple, hop, j'ai Node qui a été installé, si j'ai Git qui est installé, etc. Je suis vraiment sur un conteneur sur lequel je peux faire plein de choses. J'ai accès à presque tout mon OS. Et d'ailleurs, ça a été contrôlé parce que j'ai rajouté dans mon projet, c'est pas obligé de le faire, on n'est pas obligé de le faire, mais j'ai démarré un conteneur et j'ai préparé un point dev container ici qui va démarrer Copilot, qui va démarrer CodeSpaces en lui disant voilà les extensions que je veux avoir, voilà ce qu'il faut faire quand tu démarres. Quand on parle de dot, ce que je vais faire, c'est que oubliez CodeSpaces pour les 20 prochaines secondes. Et ça, vous pouvez le tester en live. Si vous avez un deuxième écran, vous faites comme moi. Vous allez sur n'importe quel projet, n'importe quel de vos repos. Volontairement, je ne vais pas prendre le même. Je vais aller sur Calculator Service. Je vais sur un fichier. Je pourrais le faire ici, mais je vais aller sur un fichier. Je vais sur mon pom.xml. Et vous appuyez sur la touche point. Et vous voyez là, ça ouvre un web editor. Et en fait, c'est le même moteur, c'est-à-dire que c'est le même environnement. Que j'ai en termes de code, c'est-à-dire que c'est vraiment les mêmes plugins, etc. Et par contre, si j'essaye d'accéder au terminal, je n'ai pas accès au terminal. Pour ça, il faut que j'ai CodeSpaces ou un VS Code local. En fait, ça, c'est un éditeur de texte. Alors, pour faire la différence, le point, et en fait, vous n'avez pas obligé de faire le point, vous remplacez github.com par github.dev, vous voyez là-haut, et ça va faire la même chose. C'est vraiment un éditeur de texte qui vous permet d'avoir VS Code, mais pas un environnement de développement complet où vous allez pouvoir mettre tous vos plugins, pouvoir avoir un terminal d'exécution, la compilation, etc. Par contre, ça vous permet de modifier autant de fichiers que vous voulez et après, faire un git push. Moi, c'est comme ça, par exemple, que j'utilise, que je bosse sur mon blog. C'est-à-dire que je travaille dans cet environnement de développement. Je télécharge pas, je travaille avec le point. OK? Donc, et CodeSpaces, aujourd'hui, il est limité aux versions enterprise ou payantes de GitHub parce qu'en fait, vous payez à la CPU. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment cette nouvelle façon de travailler sur le cloud. Hugo, ta question, est-ce qu'on pourra utiliser CodeSpaces en self-hosted? Probablement un jour, c'est sûrement, mais pour l'instant, on n'a pas la roadmap pour ça. On va déjà essayer de bien le faire sur le cloud. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que une entreprise peut choisir dans quelle région son CodeSpace s'exécute. C'est-à-dire que moi, là, actuellement, il est aux États-Unis, mais je pourrais demander à ce que cet environnement ait lieu en France ou en Europe. Donc, si je reviens, j'aurais dû en profiter pour parler un peu moins et déployer. Donc, git add, git commit, add random et git push. Alors, pourquoi j'ai rajouté cette petite méthode? C'était pour vous montrer la revue. Il y a surtout quelque chose qui est très important. Alors, pourquoi avoir un environnement dans le cloud? Je vais te montrer pourquoi avoir un environnement dans le cloud. J'aime bien cette question.
là, je vais aller sur GitHub/GitHub. En 5 minutes, je peux ouvrir CodeSpaces, je peux faire le build de GitHub lui-même, en fait, hein, qui est basé sur du Ruby, du MySQL, du Redis, de l'Elasticsearch, etc. En quelques minutes, je vais pouvoir démarrer un environnement de développement sans rien avoir à installer localement. Moi, je suis pas un développeur Ruby. Donc, si je devais travailler en Ruby, il faudrait déjà que je vérifie quelle est la version de Ruby, quelle est la version d'Elastic qu'il faut que je mette en place, comment le créer, combien de containers, etc. Et en fait, avec cet avantage-là, avec cet environnement-là, en quelques minutes, je vais pouvoir le faire. Non seulement j'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit sur ma machine, mais en plus, je vais pouvoir rendre les développeurs beaucoup, beaucoup plus efficaces en termes de développement. C'est-à-dire que là, si je fais .bin server, ça va démarrer le service en 5 minutes. Et également, vous allez vous retrouver avec cet environnement qui s'appuie sur VS Code. Donc, d'un point de vue développeur, ça change pas grand-chose. Et quand je parle d'environnement cloud, c'est cet environnement est sur le cloud, le conteneur est sur le cloud. Mais si je préfère bosser en local, je vais ouvrir VS Code localement. Hop, j'ouvre VS Code localement si je le trouve quelque part. Parce que là, désolé, il a bloqué une de mes fenêtres. Voilà. Hop, là, il est en train d'ouvrir VS Code, mais seul l'éditeur de texte sera là et ça va se connecter à mon serveur remote. C'est-à-dire que si je travaille en local, c'est-à-dire que si je vais dans mon terminal ici, vous voyez, je suis bien sur la même issue qu'il y a derrière. Si je retourne sur le même fichier que je suis en train de modifier, c'est-à-dire que je vais aller sur root index. Hop. Allez, je n'arrive pas à attraper là. Voilà. Ce serait quoi la différence pour toi entre CodeSpaces et Gitpod? Parce qu'il y a eu une présentation sur Gitpod hier. Je ne suis pas rentré j'ai pas regardé Gitpod en détail. Les concepts vont être les mêmes. Par contre, le gros avantage ici, c'est qu'on s'appuie sur l'infrastructure de GitHub. C'est-à-dire que tu es dans ton repo directement et tu vas avoir toute la partie dev container qui définit par la partie remote qui fournit énormément d'environnements de développement préconfigurés. Mais les concepts vont être les mêmes. La volonté est la même, c'est-à-dire simplifier et accélérer la productivité des développeurs en mettant l'environnement complet. Si on regarde, hein, vous voyez, j'ai changé le fichier et ici, ça a changé derrière. Donc là, je travaille en local. Là, je travaille dans mon navigateur. Je choisis en fonction de ce que je préfère faire. J'ai fait le push ici. Donc, j'ai fait un deuxième commit sur ma pull request. Ça va passer automatiquement la partie CI. Et ce que je vous ai pas montré tout à l'heure dans la partie CI, c'est... Alors, il faut que je retrouve ma pull request, voilà. C'est qu'en plus de la partie code, j'espère en tout cas, est-ce que j'ai oublié de l'activer? Sinon, je vais vous montrer. Hop. Build and deploy. Ah, j'ai peut-être... Build and deploy. Ah, j'ai oublié. Alors, je vais vous montrer ça ailleurs. Je me suis trompé dans un repo. Donc, ce qu'on peut mettre en place. Alors, pourquoi il n'est pas passé d'ailleurs? C'est intéressant. Je regarde juste. Je vais vous montrer un autre workflow qui devait s'exécuter. Et je me suis un peu mélangé les pinceaux. CodeQL Analysis, je pense que je l'ai désactivé pour... Oui, voilà. Vous voyez, j'ai commenté cette partie-là. Donc, en fait, ça n'a pas eu lieu. Donc, je vais le faire manuellement. Je peux lancer un workflow manuellement en fonction des besoins dont j'ai besoin. Hop, action, CodeQL. Et je vais vous expliquer ce qu'est CodeQL. Sur la branche 121. C'est bien 121. Hop. Est-ce que c'est bien la branche 121? Oui, c'est bon. Donc là, ça s'est pas lancé automatiquement parce que j'avais commenté le code. Et en fait, ce que j'utilise ici, si on regarde le workflow, et ça, c'est une partie, c'est disponible sur tous vos projets open source. Activez-le par défaut si vous programmez dans les langages qui sont supportés. En fait, j'utilise un ou plusieurs langages dans mon projet. Je vais donc dire quels sont les langages que je veux analyser.
Et là, je vais lancer un framework qui s'appelle CodeQL, en fait, qui fait du SAST. Le SAST, en fait, c'est du Source Code Analysis Tools, et en fait, il y a du SAST, du Static Application Security Testing, où le code, en fait, ça analyse le code de façon statique. Ça veut dire que ça n'exécute pas l'application, ça lit le code et ça cherche des failles de sécurité dans le contexte de l'application à partir du code. Et en fait, ça va pas. Et généralement, avec ces méthodes-là et avec les bons outils, on va trouver 85-90% des failles de sécurité. Et donc, quand j'ai exécuté ce workflow-là, qui vient donc un ensemble d'actions que j'ai rajoutées, qui normalement a lieu de façon automatique, mais comme j'ai commenté cette ligne, il n'a pas eu lieu de façon automatique. Lorsque je vais travailler sur mon projet, si je regarde, donc il est en train de faire l'analyse, il va me créer un rapport et me donner des informations sur une faille de sécurité si j'en ai dans mon code. Comme ça prend un peu de temps, je vais aller sur un autre projet sur lequel j'ai une faille de sécurité que j'ai gardée de côté pour vous montrer. Donc, c'est une application Java qui est en Spring, qui fait appel à une base de données. Sur l'intégration continue, vous voyez ici, j'ai un échec sur la partie code scanning qui va me dire, attention, sur cette partie code scanning, vous avez du code où il y a un bug qui est lié à cette information-là. Volontairement, je ne vais pas dans le détail à cet endroit-là, je vais aller sur la même erreur, mais à l'endroit où je fais la revue de code. Quand on fait de la revue de code, on regarde cette partie-là et vous voyez ici, juste devant moi, au moment où je fais la revue de code, je vois que j'ai un problème de sécurité ou un risque de sécurité dans mon code. Et je peux aller voir sur la partie détail. Et sur cette partie détail, je vais avoir toute une partie qui va m'expliquer attention, vous avez un risque d'injection SQL. L'injection SQL, c'est la capacité à écrire une chaîne de caractères et de la prendre et d'injecter du SQL dans cette chaîne de caractères. Si vous voyez, si quelqu'un a écrit de façon intelligente un paramètre, il va pouvoir ici fermer la requête SQL et par exemple faire un drop table. En écrivant bien, en étant sans être un hacker de très haut niveau, on va pouvoir récupérer et exporter exécuter. Et en fait, là, vous avez un rapport de sécurité qui vous donne des informations sur le niveau de sécurité, comment vous allez faire la solution de contournement. Si vous avez un projet open source, n'hésitez pas à activer cette partie-là. Si vous regardez, quand c'est un workflow en particulier, je vais aller sur GitHub, Redis. Donc, il y a une base de données NoSQL. Si je vais sur Redis, ils ont activé la partie sécurité. Hop, alors normalement, il ne doit pas avoir de faille de sécurité en ce moment. Si je vais sur la partie CodeQL, vous voyez ici, toutes les semaines, de façon automatique, et sur les push et sur ça va exécuter du code et analyser le code. Et en fait, c'est du code en C++, donc ça va lever des failles de sécurité. Donc ça, en fait, ça permet d'améliorer la qualité de votre code, de sécuriser votre code. De la même façon, je ne sais pas si vous avez fait attention quand je me suis connecté sur mon projet, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle Dependabot, c'est la capacité à analyser les dépendances de nos projets. Une grosse partie du code que vous exécutez, en fait, que vous exécutez n'est pas du code que vous écrivez, c'est du code que vous importez de différentes librairies. Si je regarde ce petit projet, mon projet, si je regarde le package.json, j'ai 25 lignes dans mon projet. Par contre, j'ai toutes ces librairies-là qui ont été importées. Et dans ces librairies-là, il y a plein de codes. Dans ces librairies-là, si quelqu'un fait une faille de sécurité, il faut que je sois au courant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer et de capturer ces informations autour des failles de sécurité de mon projet. C'est ce qui a été levé ici par Dependabot. Dependabot, c'est quelque chose que vous configurez sur votre projet pour l'activer. Il suffit d'aller sur la partie Settings et Configurer. Et dans ce cadre-là, non seulement ça vous envoie une alerte, mais en plus, vous voyez, ça me donne des informations sur chacune des alertes. Mais ça crée également une pull request. Vous voyez, là, ça m'a non seulement dit, attention, vous avez une faille de sécurité, et là, on va se retrouver automatiquement avec une pull request pour mettre à jour mes dépendances. Et comme vous avez l'intégration continue, sur cette dépendance, vous voyez, il y a l'intégration qui tourne. Donc, automatiquement, ça va avoir fait les tests pour vous.
ça va avoir automatiquement passer les failles, faire les tests de sécurité sur votre code si vous l'avez activé. Et en fait, toute cette chaîne de production, on appelle ça le DevSecOps. C'est-à-dire que vous connaissez le développement, vous connaissez le DevOps. En tout cas, vous avez sûrement entendu parler du DevOps. C'est ce que j'ai fait en prenant du code et poussant directement en production, faire l'intégration continue et déployer en production ou sur l'environnement de staging. Et le DevSecOps, l'idée, c'est de pouvoir rajouter la partie sécurité. Et vous allez peut-être entendre parler de Shift Left. C'est-à-dire que vous avez DevOps, vous avez DevSecOps et Shift Left, en considérant qu'à gauche, c'est le développement, à droite, c'est la production. Le DevSecOps, c'est l'idée de ramener le plus à gauche possible, le plus proche du développeur, les problèmes de sécurité, pour qu'il soit au courant des problèmes, d'avoir ce genre de rapport qui va donner énormément d'informations, soit sur les problèmes de dépendance, soit sur les problèmes du code. Comme ça, on sait qu'on va fixer son code très, très vite. Parce qu'on vous allez trouver plein d'outils qui vont vous permettre de récupérer des rapports de sécurité. Mais ça arrive, là, vous êtes déjà en production, vous avez changé de sujet. Là, moi, ça va bloquer. Si tout s'est bien passé, je vais regarder sur la partie, sur ma partie REST API. Normalement, hop, alors est-ce que je regarde juste? Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je m'étais amusé à faire cette méthode. Le code que je viens de rajouter avec getPassword, je suis dans ma pull request. Et ben, je vais me retrouver avec une partie qui va m'expliquer que cette méthode-là n'est pas. Alors, c'est un faux problème parce que c'est plus quand on est côté JavaScript côté client, mais là, on va se retrouver avec un risque d'avoir un algorithme de chiffrement qui n'est pas assez puissant et qui peut se faire acter. Très mauvaise idée pour gérer des passwords. Et la technologie qu'on utilise, qui s'appelle CodeQL, qui est la technologie de GitHub de scan de code, si c'était pas un password que j'avais stocké, mais juste une chaîne de caractères random pour générer un nom d'utilisateur, il n'aurait pas levé ça comme une alerte. Parce que avoir John qui est généré à partir de ça, c'est pas un problème de sécurité. Avoir un mot de passe qui est généré à partir de ça, c'est un risque parce que quelqu'un peut le redeviner, etc. Donc, ce qu'on a vu dans la partie, là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est cette capacité à développer rapidement, travailler sur une branche de développement, pouvoir faire du déploiement continu dans le développement, pouvoir tester votre code et développer votre code dans le cloud avec CodeSpaces, utiliser la sécurité par le biais de Dependabot, donc analyser les dépendances. Et ça, vous le faites sur votre projet, vous allez dans votre projet open source, vous allez sur la partie sécurité et analyse, vous activez ce que vous voulez ici. Mettre en place la sécurité sur le code scanning, qui va vous permettre en fait de regarder votre code et de trouver des failles de sécurité, en tout cas d'avoir des risques, s'il y a des risques dans votre code. La possibilité, en utilisant Dependabot, d'avoir des pull requests qui sont créés pour vous pour essayer de maintenir à jour votre projet pour éviter d'injecter du code qui n'est pas de qualité, d'injecter du code qui n'est pas fiable parce qu'il vient d'une librairie qui est ancienne. Donc, toute cette partie-là, en fait, c'est vraiment directement pour vous dans le développement. Sur la partie GitHub, après, hein, c'est au fur et à mesure. Moi, je vous invite une fois de plus à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la partie open source. Si vous êtes un développeur que vous aimez vraiment et que vous avez du temps, essayez de participer à des projets open source. Vous allez trouver des centaines et des centaines de projets qui sont prêts à vous accueillir. Il reste quelques minutes, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à vous montrer brièvement. Ah oui, quelque chose qui est sorti la semaine dernière. Si vous êtes sur GitHub, là, faites Command K ou Control K. Command K sur votre Mac, Control K sur votre Windows ou Linux. Vous allez avoir la palette, c'est tout nouveau ça, qui vous permet de naviguer sur tous vos GitHub. Donc, si je recommence, Pomme K. Désolé, Pomme, c'était avant, mais Command K. Si je cherche Users, il va me chercher dans tous mes projets s'il y a des choses qui sont à faire au niveau des différentes parties sur les différents projets. Vous voyez, il a trouvé ma pull request qui est une partie, qui est la partie sur les utilisateurs. Si je voulais
partir sur un niveau plus haut et Kubernetes et trouver sur tout GitHub, trouver sur mes projets perso, etc. Donc la commande palette est accessible au niveau global de GitHub dès que vous faites commande ou CTRL-K. Est-ce qu'il est possible de participer à un projet GitHub même si on est débutant? La réponse est oui. Alors, c'est pas vraiment un projet GitHub, c'est-à-dire que ça va être trouver un projet open source qui peut être un projet GitHub. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, sur GitHub, ici, et GitHub/GitHub, en étant public, hop, c'est pas ça que je voulais montrer. C'est que si je suis sur un projet GitHub, vous voyez chez GitHub non connecté, il y a plein de projets ici qui sont des projets open source. Et par exemple, vous avez un projet qui est Fetch, qui est un outil pour faire des calls HTTP en Node.js. Vous pouvez tout à fait participer. Par contre, quand on est débutant, c'est plus que vous allez chercher dans la base de bugs un libellé. Alors, j'espère que là, il y en a. J'ai pas vérifié. Là, il y en a pas. Ou peut-être sur Help Wanted. Donc, en fait, il y a Good First Issue, Help Wanted sont des bons moyens de commencer. Alors, il y en a pas sur ce bug, sur ce projet-là. Je l'ai montré tout à l'heure sur Backstage. L'idée, c'est de trouver une communauté qui vous intéresse. Alors, trouver le bon langage et ensuite trouver le niveau qui vous intéresse. Comment peut-on trouver l'adresse email d'un compte GitHub? Si la personne ne l'a pas mis public, c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu vas sur ton profil, tu as ici, ici, non, il y a email. Ici, j'ai choisi ce qui était public ou pas, mais je pourrais rendre cette partie-là non publique et personne ne pourrait savoir quel est mon email. Ça dépend de l'utilisateur. Tu vas pouvoir, après, tu as l'API de recherche ou la recherche des utilisateurs. C'est-à-dire que si je cherche X13 Gaming, si c'est ton compte utilisateur, je devrais te trouver, ça ne doit pas être ton compte utilisateur. En tout cas, merci. Je crois il est 16 heures. Merci beaucoup. Tu peux prendre encore 2-3 questions. La prochaine conf, elle est à 15. Ah, bien sûr. Vas-y. D'accord. Donc, l'email public, elle prémarie, pas nécessairement. C'est-à-dire que, en fait, tu n'es pas obligé, déjà, tu n'es pas obligé d'avoir un email public. Alors, comment gérer la liste de tâches sur GitHub? Alors, je suppose que quand tu parles de la liste de tâches, tu parles de ça. Tu parles de... Hop. Tu parles soit... Alors ça, c'est nouveau. Il y a quelque chose qui est nouveau, qui est en bêta. Vous voyez, bêta, c'est cette façon de faire qui est soit sous forme de liste comme ça, soit je peux transformer la vue sous forme de board, to do, etc. Donc ça, on peut le faire. Après, comment on va travailler sur cette partie-là? Je ne sais pas quelle est ta question, quel est le problème que tu as. C'est-à-dire que ça dépend d'où tu viens. Moi, je sais que sur mes projets perso, je remplis une liste qui est un peu comme celle-là au niveau du projet. Et après, je l'organise et je reste sur des choses qui sont très basiques. J'ai pas mis en place un workflow compliqué. Je reste sur les workflows très, très basiques qui sont quand je ferme une pull request ou je ferme une issue qui est associée, ça met le statut add-on, ça ferme l'issue. Donc c'est très, normalement ça doit être très simple à gérer. N'hésite pas, si tu veux, mon compte c'est Tegral, soit par email tegral@github, soit sur Twitter, à m'envoyer un petit message parce que là je pense qu'on pourrait, normalement ça doit être simple à gérer. Mais ça dépend, Hugo, d'où tu viens en fait. Si tu es habitué à travailler avec quelque chose de beaucoup plus riche fonctionnellement comme du Jira ou autre, ça peut être plus compliqué et tu vas te trouver limité. À l'inverse, Daniel qui pose la question, un petit comparatif entre GitHub et GitLab. Si tu as quelqu'un qui a un t-shirt GitHub, il va simplement te dire GitHub, c'est beaucoup mieux. Parce qu'après, le comparatif, c'est vraiment... c'est pas comme ça. Et d'une façon générale, je vais revenir, je sais pas si tu étais là au début de ma présentation. J'ai travaillé sur plein de bases de données. J'ai travaillé sur Oracle, MongoDB, Couchbase, Redis, Mapper. Et en fait, ça, j'ai travaillé sur 5 bases de données. Et à chaque fois que j'ai travaillé chez la base de données, je travaillais sur la meilleure base de données du marché. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand je vais parler de mon produit, je vais en parler avec passion et je vais bien le connaître.
la personne qui va parler de GitLab va très bien connaître. Et en fait, après, ce qu'il faut, c'est pas se concentrer sur les fonctionnalités l'une par rapport à l'autre, mais c'est plutôt se concentrer sur quels sont tes besoins. Alors, GitHub Self-Hosted existe. Alors, juste, je sais plus à qui. CodeQL en local, oui, tu peux utiliser en local, mais par contre, c'est payant la partie en local de CodeQL. L'idée de GitHub Self-Hosted, donc est-ce que je peux prendre GitHub et le faire tourner chez moi? Oui, mais ça, c'est limité aux entreprises. C'est-à-dire que les clients, la Société Générale, par exemple, utilisent pour ses, je sais plus combien ils sont, 9 ou 10 000 développeurs, ils ont un GitHub server qui est chez eux, qui est à partir là. GitHub, alors Jessica, GitHub permet également de faire des pipelines, c'est ce que j'ai montré, ici. C'est-à-dire que si tu regardes GitHub Action, ce sont des pipelines. En fait, ça fait plus que des pipelines de production de CI parce que tu peux faire toute l'automatisation, le provisioning et autres. C'est comme ça tout à l'heure que j'ai mis en production. Tu vois, j'ai une CI là qui fait la partie build, push du container, déploiement. Et d'ailleurs, mon container, il est déployé sur GitHub. C'est-à-dire que si je vais ici sur Octodemo, package, mon container, il est hosté directement sur GitHub. Alors, je suis pas obligé de le faire. Alors après, des solutions Git locales avec une interface web, il y en a plein. Hein. C'est pas, comme tu le dis, Gitty ou Gitia. L'idée, en fait, ça va vraiment dépendre de vos besoins. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises partent sur le cloud. Donc, vous posez pas la question. Si vous n'avez pas de contraintes, vous prenez github.com, vous prenez le plan gratuit pour vos projets perso, etc. Vous travaillez avec, même sur vos entreprises quand elles sont petites et que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez le droit à 2000 ou 3000 minutes de GitHub Action. Vous avez accès à la partie des Pandabot. Et après, en fonction de la taille de la société, le nombre d'équipes, bah, vous passez sur quelque chose d'autre. C'est vraiment se concentrer. Et ça, je dirais que moi, le conseil que je vais vous donner, il est ne vous concentrez-vous toujours sur votre besoin à vous, pas fonctionnalité par fonctionnalité. À quoi ça sert d'avoir une super intégration avec, je vais dire Okta. Nous, on a une super intégration avec Okta pour le SSO. Si votre SSO ou votre annuaire d'entreprise n'est pas Okta. Alors, je dis un exemple qui est vraiment bête, hein, mais l'idée, c'est de chercher toujours par rapport à vos besoins d'aujourd'hui et comment vous allez faire évoluer votre équipe, votre infrastructure. Et le gros avantage de GitHub, c'est que tous les projets open source sont dessus. Hein. Alors, pour répondre à ta question, Julien, c'est très bien parce que tu me devances. Vous allez sur lab.github.com. Alors, c'est mieux que GitHubpedia. Alors, c'est mieux, je sais pas. À voir pour faire GitHubpedia. Mais c'est que vous allez avoir ici des formations en ligne gratuites, mais qui vous guident au fur et à mesure sur comment développer. C'est-à-dire que introduction à GitHub. En fait, ce qui est marrant avec cette partie-là, c'est que GitHub utilise GitHub et les actions pour faire les trainings. Ça va vous expliquer comment déployer, comment écrire, comment utiliser GitHub à partir de GitHub. Et ensuite, vous allez avoir toutes les formations en fonction de ce que vous voulez faire. Les channels YouTube de GitHub sont aussi super intéressants. Vous en allez avoir plusieurs qui vont vous montrer des fonctionnalités. Mais je dirais que pour quelqu'un qui veut débuter, effectivement, si vous avez besoin, vous allez sur lab.github.com.